Donc là, j'invite, madame Eliane Tang, qui est ma consoeur à la Pitié-Salpêtrière, qui est oncologue radiothérapeute et acupunctrice, pour, justement nous présenter justement comment il faut bien se nourrir, et comment l'acupuncture peut aider, justement dans la partie digestive et oncologie. À toi, Eliane. Merci Tam. Donc, je m'appelle Eliane Tang, je suis oncologue radiothérapeute de formation et désormais je pratique l'acupuncture à temps plein, donc à Paris en libéral, à mon cabinet, également à l'hôpital américain. J'ai une vacation à la Pitié-Salpêtrière. Donc le sujet de mon topo, c'est de vous exposer la prise en charge des effets secondaires digestifs par l'acupuncture. Et il y aura aussi une partie sur la nutrition appliquée en oncologie, qui est une, un sujet qui est très important, même si les médecins sont somme toute assez peu formés à ce que les patients doivent manger. Donc on va explorer un petit peu ça. Hop. Alors, donc les différents effets secondaires digestifs les plus fréquents, donc que ce soit par la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie. Donc tout d'abord les nausées, vomissements, les douleurs abdominales, les troubles du transit, les reflux gastro-œsophagiens et les problèmes de bouche sèche. Et puis on parlera aussi en dernier, donc j'ai oublié de le mentionner, mais des problèmes en rapport avec les radiodermites périnéales. Donc tout d'abord, les nausées, vomissements. Donc ce sont des effets secondaires qui sont extrêmement fréquents, surtout en cas de chimiothérapie fortement émétique. Donc il faut savoir que les chimiothérapies sont classées par ordre de pouvoir émétisant. Donc émétisant, ça veut dire un pouvoir de faire vomir. Donc on a faiblement émétisant, moyennement émétisant et fortement émétisant. Et donc dans cette dernière catégorie, on prescrit des médicaments préventifs aux patients, donc une série de médicaments très puissants pour prévenir les nausées et les vomissements. Mais dans certains cas, ce traitement-là n'est pas suffisant et l'acupuncture peut être un excellent complément. Donc comment ça marche dans cette indication? Donc l'acupuncture va avoir un effet au niveau des neurotransmetteurs, un mécanisme neuronal très complexe qui va avoir pour effet d'accélérer la vidange gastrique. Et le mieux, c'est de faire une séance d'acupuncture avant chaque cycle de chimiothérapie, c'est-à-dire à partir de la veille jusqu'à 3-4 jours maximum. Donc ça permet de prévenir parfois totalement l'apparition des nausées. On peut le faire également après la chimiothérapie, mais souvent les effets secondaires sont déjà installés, donc c'est plus compliqué de traiter dans ces conditions-là. Et par expérience, les patients qui ont essayé après et avant disent que il y a beaucoup plus de bénéfices à faire la séance d'acupuncture juste avant. Et il faudrait le faire idéalement systématiquement, c'est-à-dire avant chaque séance de chimiothérapie, pour entretenir les effets, puisqu'il y a un effet cumulatif de l'acupuncture. Donc une fois qu'on a quitté le cabinet de consultation, les patients peuvent continuer à stimuler le point que j'ai illustré là au niveau du poignet. Donc le point qui s'appelle Maître Cœur 6, qui est un des points essentiels pour réguler l'énergie au niveau digestif. C'est un point qui est extrêmement puissant pour traiter les nausées, les vomissements, mais également l'anxiété, les attaques de panique. Donc on peut masser donc ce point-là qui se trouve à 3 travers de doigts à partir du pli du poignet, entre les deux tendons. Donc c'est un point qui est extrêmement facile à trouver et il faut le masser des deux côtés pendant 1 minute, donc de manière circulaire et de manière assez tonique. Parallèlement à ça, on peut aussi donner des conseils nutritionnels, c'est-à-dire boire des décoctions, des infusions de gingembre, puisqu'on le sait, le gingembre, c'est un excellent tonique digestif, donc ça va contribuer également à l'accélération de la vidange gastrique. Et préférer les aliments chauds et cuits, de préférence, plutôt que les crudités et les boissons, par exemple froides, glacées, puisque l'estomac digère beaucoup mieux à température ambiante, plutôt que
des salades, des crudités qui vont générer un surplus d'énergie et donc fatiguer encore plus le système digestif. Les troubles du transit, ça c'est également un effet secondaire qui est très fréquent lorsque les patients sont sous chimiothérapie. Donc on a les deux, donc soit la constipation, soit la diarrhée. La constipation apparaît dans certaines chimiothérapies. Donc il y a un assèchement des liquides qui se crée et aussi par la suite de médicaments antivomitifs, par exemple le Zofrène, qui a pour effet secondaire principal une constipation, et puis également les morphiniques. Donc le mécanisme de l'acupuncture dans ces cas-là, c'est de stimuler le transit et puis reproduire, de restimuler la motilité. Et donc, il y a beaucoup de mécanismes très complexes que vous pouvez aller voir. Il y a une étude qui récapitule très bien comment marche l'acupuncture dans la constipation et dans la diarrhée. Et en fait, il y a beaucoup de circuits neuronaux qui sont impliqués, autant le tronc cérébral que des systèmes nerveux au niveau entérique. Et donc, ils ont montré que lorsqu'on stimulait certains points, par exemple le point E37 qui se trouve sur le tibia, on avait le déclenchement de la sécrétion de certains neurotransmetteurs comme les bêta-endorphines. Et on avait aussi des régulations de substances P et de sérotonine qui sont impliquées dans le fonctionnement de la digestion. Pour la diarrhée, donc les causes, c'est pareil, c'est chimiothérapie, radiothérapie. Bon, là, dans ce cas-là, c'est plus l'abrasion des muqueuses digestives. Et puis également les chirurgies, par exemple, dans le cas de colectomie. Donc quand on se retrouve avec 20 cm de côlon en moins, le transit est bien sûr accéléré. Donc l'acupuncture permet également de soulager ces effets en diminuant l'inflammation et en diminuant l'hyperexcitabilité intestinale. Voilà, donc là, au centre, donc, il y a quelques points sur le ventre qui sont très efficaces pour réguler le transit. Donc, que ce soit pour la constipation ou la diarrhée, cette combinaison de points fonctionne. Et également des points sur le méridien de l'estomac, sur le méridien de la rate et puis du triple réchauffeur qui se trouve sur les membres inférieurs et les membres supérieurs. Donc j'ai mis les références en bas de chaque diapo pour que vous puissiez aller voir si vous êtes intéressé, voilà, en savoir un petit peu plus sur les mécanismes, puisque l'acupuncture la littérature est très riche sur ces différents mécanismes. Et donc voilà, je ne vais pas les présenter ici parce que ça prendrait beaucoup de temps. Ensuite, les reflux gastro-œsophagiens, qui est une indication très courante en acupuncture, que ce soit pour les patients atteints de cancer ou pour les patients, les patients tout venant. C'est une demande qui est extrêmement fréquente. Et donc l'objectif, ça va être de calmer l'inflammation de l'estomac et de rétablir le sens de l'énergie digestive, puisqu'on sait les patients en cancéro, ils ont énormément de médicaments et ça contribue ensuite à l'inflammation de la muqueuse. Et l'acupuncture, c'est une excellente alternative aux IPP, aux inhibiteurs de pompe à protons, comme l'inexium, puisque ces médicaments-là, même s'ils sont prescrits à grande échelle, ont un profil de toxicité qui est très médiocre. Donc il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc premièrement, ça diminue la flore intestinale, ça modifie le microbiote. On a par la suite une mauvaise absorption d'oligo-éléments comme le fer, donc ça peut aggraver des anémies qui sont déjà présentes avec la chimiothérapie. Ça peut diminuer l'absorption du magnésium, favoriser des fractures et également des toxicités rénales. Et puis l'efficacité qui est parfois présente, parfois pas. Et puis il y a une perte d'efficacité aussi au bout d'un certain temps, ce qui oblige à monter les doses d'IPP pendant un certain temps, parfois pendant 8 semaines, parfois pendant plusieurs mois. Et donc, à terme, c'est délétère pour l'organisme.
Donc, l'acupuncture permet de soulager, voire même de soulager totalement les RGO. Et pour cela, on traite plusieurs points. Donc là, j'ai mis un point en particulier, le point E44, qui se trouve au niveau du pied, entre le deuxième et troisième orteil, qui est un point qui va disperser la chaleur de l'estomac. Donc bien sûr, il y en a d'autres au niveau du ventre, de l'épigastre, et les mêmes points pour faire circuler l'énergie au niveau de l'estomac et de la rate. En parallèle, on peut conseiller de dormir avec la tête surélevée et puis d'éviter tout ce qui est irritant pour l'estomac, c'est-à-dire l'alcool, les aliments épicés, le café et le massage abdominal avec les huiles essentielles de gingembre peut aider également. Donc avant d'aborder la question de la nutrition, donc j'ai pas mis les diapos, mais on peut traiter également les bouches sèches donc par acupuncture avec la stimulation de production du liquide, mais on peut aussi les traiter par une technique que vous connaissez peut-être, c'est la photobiomodulation. C'est une technologie qui est apparue il y a une dizaine d'années, qui utilise un laser de faible intensité. Donc en gros, c'est la lumière rouge qui vient stimuler les mitochondries et ainsi produire toute une réaction anti-inflammatoire antalgique qui promeut la cicatrisation des tissus. Et c'est un traitement qui est de plus en plus utilisé en cancérologie pour traiter les radiodermites, c'est-à-dire les brûlures de la peau suite à la radiothérapie du sein ou de n'importe quelle autre zone du corps, qui permet également de traiter beaucoup les mucites, c'est-à-dire l'inflammation de la bouche, par exemple dans les cancers ORL, radiothérapie à très forte dose avec des symptômes surtout au niveau de la bouche, des aftes, des inflammations, avec même des dysphagies. Et donc la photobiomodulation, qui se présente sous forme d'une machine avec plusieurs panneaux lumineux placés en externe à 2 cm de la peau, permet de soulager extrêmement bien ces symptômes-là sans surplus d'effets secondaires. Donc c'est même un moment très agréable pour les patients. Et puis pareil pour les radiodermites périnéales, dans le cas de cancer du canal anal ou du rectum. Donc c'est un sujet qui est très peu abordé, mais les traitements de radiothérapie de cette zone-là sont très très pénibles, puisqu'il y a beaucoup d'inflammation, que ce soit au niveau de la marge anale, de la peau ou aussi du canal anal, donc avec des problématiques de diarrhée, de fissure anale. Donc on peut aider à soulager ça avec l'acupuncture, mais surtout avec la photobiomodulation en usage externe. Donc cette machine-là est présente dans quelques centres en France, de plus en plus. Donc si les patients ont la chance d'avoir cette prise en charge-là, c'est vraiment un gros plus. Voilà. Maintenant, on va passer à la question nutritionnelle en oncologie. Souvent, les patients me demandent, donc, que ce soit en consultation d'oncologie ou d'acupuncture, ils me demandent est-ce qu'il y a des aliments à privilégier? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour optimiser les résultats oncologiques ou pour prendre soin de ma santé? Puisque la nutrition, c'est une manière pour les patients de se rendre actifs dans leur prise en charge. Et la réponse qu'on entend souvent, de la part des médecins ou d'autres professionnels de santé, c'est voilà, vous avez le cancer, donc le but, c'est de perdre le moins de poids possible. Le but, c'est de lutter contre la dénutrition. Donc, les conseils donnés, c'est faites-vous plaisir, mangez tout ce que vous voulez, oubliez tout ce qu'on vous dit sur la nutrition et le cancer. Donc, même si c'est des gâteaux, enrichissez l'alimentation avec de la crème, faites-vous plaisir, aucune limitation. Donc, ça part d'une bonne intention, mais c'est peut-être pas, on va dire, les meilleurs conseils. En tout cas, je pense qu'on peut améliorer ce discours-là, puisque la nutrition, on le sait, c'est vraiment très important dans la prise en charge du cancer.
On sait très bien que la recrudescence des cancers sur ces dernières décennies est en grande partie liée au mode de vie occidental, en particulier à la malbouffe. Donc je ne pense pas que de dire aux patients de manger des pâtisseries ou du fast-food puisse leur rendre service. Donc tout d'abord, quelques conseils simples. Éviter tout ce qui est sucre raffiné, les aliments ultra transformés, les aliments frits qui vont générer de l'inflammation dans l'organisme, et choisir des aliments aux vertus anti-inflammatoires et avec même des vertus antitumorales. Donc pour peu qu'on soit au courant, pour peu qu'on les connaisse. Donc attention, je ne dis pas que la nutrition permet à elle-même, à elle seule, de traiter le cancer. Donc c'est quelque chose qui vient en complément. Ce sont des conseils nutritionnels, comme on pourrait donner des conseils sur le mode de vie, de faire de l'activité physique, mais en aucun cas je dis qu'il faut remplacer la nutrition, remplacer les traitements conventionnels par la nutrition. Donc il y a 5 catégories d'aliments qui sont bénéfiques pour les patients en oncologie. Donc chacun a des mécanismes différents. Donc premièrement, les inhibiteurs de l'angiogenèse, c'est-à-dire des aliments qui vont contribuer à bloquer la croissance des vaisseaux sanguins qui alimentent les tumeurs. Ça, c'est un des premiers mécanismes de la tumeur, c'est que pour se développer, il développe des réseaux annexes de circulation de vaisseaux sanguins. Donc il y a des aliments qui permettent de juguler ce phénomène. Donc surtout les fruits rouges, le thé vert, le chocolat noir, le curcuma. Ensuite, pour combattre le cancer, c'est important de stimuler le système immunitaire. Donc on a des aliments qui vont venir activer les cellules, par exemple les cellules NK, les lymphocytes T, les macrophages. Donc c'est les champignons, l'ail, les oignons, les agrumes. Ensuite, on a des aliments qui permettent de diminuer l'inflammation par la modulation du microbiote intestinal. Donc c'est surtout les aliments fermentés, comme le kéfir, le kimchi et la choucroute. Les aliments qui permettent la régénération cellulaire pour pouvoir soutenir la réparation cellulaire en cas de dommage suite au traitement ou de réactiver la production de cellules souches. Et pour ça, donc on a les choux kale, les épinards, les pousses de brocoli et les poissons gras qui sont sources d'oméga 3. Et en dernier, donc les aliments qui vont venir protéger l'ADN, protéger contre le stress oxydatif et favoriser les mécanismes de réparation. Donc encore les fruits rouges, les légumes crucifères comme les brocolis, les noix, les graines et le thé vert. Donc bien sûr, il y a des aliments qui ont plusieurs aspects positifs, qui ont plusieurs casquettes. Donc souvent, ça se mélange. Donc si vous voulez en savoir plus, le docteur William Li a écrit un livre sur tous ces aliments-là. Et donc c'est très intéressant, même pour les personnes qui n'ont pas le cancer, c'est toujours intéressant de savoir qu'on ingère des aliments qui ont vraiment des vertus pour notre organisme. Donc on va finir par donner quelques exemples d'ingrédients. Donc quand les patients me demandent qu'est-ce qu'il faut manger, souvent je leur donne ces quelques exemples, autant qu'amuse-bouche. Donc la tomate, premièrement, donc c'est une excellente source de lycopène. Le lycopène, c'est un antioxydant puissant, protecteur contre certains cancers, prostate, poumon et sein, et elle a un pouvoir sur l'angiogenèse. Et lorsqu'on cuit les tomates, par exemple 2 minutes dans l'huile d'olive, la biodisponibilité du lycopène va être augmentée, ce qui va rendre l'aliment encore plus efficace. Voilà. Donc tous les exemples que je cite sont issus de publications scientifiques disponibles sur PubMed. Et donc vous pouvez aller voir, vous pouvez aller lire en détail. C'est vraiment très intéressant de savoir que des scientifiques ont passé beaucoup de temps à étudier tous ces aliments un par un, qui ont ensuite écrit des publications dessus. Et voilà, c'est plus que des conseils, en fait, c'est vraiment une science. Donc c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas en médecine, en tout cas dans la formation médicale, mais quand on s'y intéresse, vraiment c'est très profitable aux patients.
Ensuite, le thé vert, donc, qui est très riche en caténine. Ce sont des polyphénols, pareil avec des propriétés antioxydantes, avec une action sur les cellules tumorales du sein, de l'estomac, du côlon et du foie. Et on a même une étude chinoise qui a montré que certaines femmes qui buvaient du thé vert au moins 3 fois par semaine avaient un risque de développer un risque de développer le cancer du côlon réduit de 37%, comparé aux femmes qui n'en consommaient pas. Ensuite, le soja. Le soja, c'est sujet à controverse, surtout pour les cancers hormonodépendants. On a l'habitude de dire aux patients que le soja, c'est un phytoœstrogène qui favorise les cancers du sein et cancers de prostate, les cancers hormonodépendants au sens large. En fait, les phytoœstrogènes qui sont contenus dans le soja ont pour but de bloquer les récepteurs à œstrogènes, donc c'est exactement le contraire qui se passe. Le soja a donc une action protectrice contre ces cancers-là. Donc ça ne peut pas être étonnant, voilà, mais c'est quelque chose qui fait l'objet de multiples publications. Donc celui du JAMA, qui est un grand journal américain, et qui a étudié 5000 femmes atteintes d'un cancer du sein. Et ils ont montré qu'une forte consommation de soja, donc c'est-à-dire plus de 10 grammes de soja par jour, était associée à une diminution de 30% de la mortalité liée au cancer du sein. Donc diminution de la mortalité et en plus diminution des risques de rechute, et d'autant plus que la consommation était importante. Donc le soja, c'est tout ce qui est tofu, lait de soja et d'adamé également, donc c'est les espèces de pois verts. Et donc, même si ça peut être difficilement accepté, c'est quelque chose qui est largement prouvé dans la littérature. Le café, donc pour tous les fans du café, vont être contents d'apprendre que le café a des effets aussi antitumoraux, riche en antioxydants. On a une étude de plus de 1000 patients qui montre que la consommation de café était associée à la réduction de la mortalité et de la progression tumorale chez les patients qui avaient un cancer du côlon avancé ou métastatique, avec, cette fois encore, de meilleurs résultats lorsque la consommation était importante, c'est-à-dire plus de 4 tasses par jour. On a aussi d'autres effets par ailleurs, par exemple la migraine, maladie de Parkinson, Alzheimer, le diabète de type 2 et le cholestérol. Et enfin, les fruits rouges. Donc les fruits rouges, que ce soit les fraises, les framboises, les myrtilles ou les mûres, sont très riches en anthocyanines, qui sont des antioxydants puissants. Ils sont également très riches en vitamine C, qui a un rôle dans le système immunitaire. Donc tous ces aliments-là à consommer sans modération. En conclusion, donc on a vu que l'acupuncture permettait de traiter un large éventail d'effets secondaires digestifs, et que également la nutrition était un pilier de la prise en charge en oncologie pour mieux supporter les traitements, mais également pour potentialiser les effets antitumoraux. Donc, en résumé, éviter les aliments néfastes, tout ce qui est sucré, aliments ultra transformés, frits, et privilégier les aliments avec les vertus antitumorales prouvées dans chaque catégorie, c'est-à-dire qui ont une action sur les vaisseaux sanguins, une action sur le système immunitaire, bénéfique pour le microbiote intestinal, pour la régénération cellulaire et pour la protection de l'ADN. Merci pour votre attention. Félicitations Eliane pour ce topo vraiment très, très, très complet. On voit très bien que la prise en charge de la qualité de vie passe par plein de facteurs, hein, des facteurs sociaux, environnementaux, et la nutrition en fait partie, justement parce qu'elle fait partie intégrante de notre quotidien. Et du coup, le fait d'avoir un petit justement almanach pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, ça aide énormément les patients.